Bonjour, ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode de AgriTalk. Aujourd'hui, nous allons parler sur l'entrepreneuriat agricole. Et pour ce faire, nous avons un invité de marque, Monsieur Souleymane Agne, CEO de Frezen. Donc, pour tous les amateurs de Frezen, vous êtes les bienvenus. Bonjour, monsieur Agne, vous allez bien? Bonjour, oui, je vais bien, je vais très bien et merci aussi pour l'invitation. Merci, ravi de vous accueillir au sein de cette émission AgriTalk. Donc aujourd'hui, nous allons parler de l'entrepreneuriat et avant même de nous lancer dans le vif du sujet, pouvez-vous vous présenter? Oui, moi mon nom c'est Souleymane Agne, je suis un agronome de formation. Euh, je suis aussi le CEO de Frezen, qui est une start-up qui évolue dans la production et la commercialisation de la fraise. Bon, de façon résumée, je peux me présenter ainsi. Ah non, c'est déjà quelque chose. Ouais. Donc aujourd'hui, si je vous demande de me parler un peu de l'entrepreneuriat, que pouvez-vous dire sur l'entrepreneuriat? C'est quoi l'entrepreneuriat? Ben, en fait, pour moi, sa définition peut être beaucoup plus vaste que ça, mais on va juste aller de façon très simple. On peut dire en fait l'entrepreneuriat, pour moi en tout cas, c'est l'action de mener et, un projet pour générer des revenus, mais aussi surtout pour avoir un impact social et environnemental. Parce qu'en fait, dès l'instant qu'une personne décide de se lancer ou bien de lancer un projet, l'objectif derrière, c'est de voir comment générer des revenus. C'est-à-dire comment être financièrement indépendant, mais surtout de voir aussi derrière les impacts que ça peut impliquer le projet, qui peut être social et qui peut être environnemental. Donc pour moi, se lancer dans l'entrepreneuriat, c'est non seulement essayer de régler un problème qui existe ou régler des problèmes qui existent, mais c'est essayer de voir derrière ce problème qu'on est en train de régler, comment générer de l'argent, mais aussi comment surtout avoir cet impact social et environnemental qui est incontournable dans l'entrepreneuriat. Ok, super. Il y a une chose aussi sur laquelle on va rebondir déjà par rapport à vos propos. On voit que l'entrepreneuriat est un secteur clé, est une activité clé pour toute société, toute économie. Ouais. Donc, si on le contextualise aujourd'hui avec le Sénégal, quelle description pouvez-vous faire de l'entrepreneuriat sénégalais? En fait, l'entrepreneuriat sénégalais, moi déjà, si je fais la comparaison à mes débuts en 2012-2013 et présentement, je peux dire que les choses sont en train d'évoluer. Mais ça évolue de façon très lente, en quelque sorte, parce que euh, on voit de plus en plus de jeunes qui commencent à se lancer dans l'entrepreneuriat. Pour d'autres, c'est juste en fait la mode. Pour certains, c'est vraiment quelque chose qui les passionne et qui, qui, qui les détermine, si je peux le dire ainsi. Mais en réalité, l'entrepreneuriat sénégalais, je peux dire en fait, comme vous le dites tantôt, c'est la clé du développement de notre pays. Le seul problème, c'est qu'il y en a beaucoup de personnes qui ne sont pas encore conscientes de ça. Et même l'État, en réalité, on nous dit souvent qu'on essaie d'accompagner les entrepreneurs, mais je pense qu'ils ne sont pas encore très éveillés par rapport à ce que c'est que l'importance de l'entrepreneuriat Ok. dans un pays. Donc ici au Sénégal, les choses changent, les choses évoluent, mais ça change et évolue de façon très timide. On est quand même un pays qui n'est pas très grand en termes de surface. Et la population, pareil, si on se compare à d'autres pays qui sont dans les 100 ou 200 millions d'habitants, ça veut dire qu'il est possible de commencer quelque chose, de lancer quelque chose et que ça explose très facilement. Mais pourquoi c'est encore lent? Pourquoi encore ça traîne? Ça veut dire qu'il y a des paramètres, il y a des choses qui tournent autour, qui ne sont pas encore structurées, qui ne sont pas encore organisées et qui demandent forcément l'implication de l'État, mais aussi l'implication des jeunes qui souhaitent se lancer et concrétiser quelque chose qui tardent ou qui ne le font pas comme il le fallait. Donc je pense que de façon résumée, si on se dit, si on parle de l'entrepreneuriat sénégalais, je peux dire oui, ça évolue comparé à d'autres pays, mais encore de façon très lente comme ça devait se faire. Toujours dans cette lancée de l'entrepreneuriat au Sénégal, euh, aujourd'hui, quel est le poids que cette activité a dans la société sénégalaise? En fait, je peux dire c'est incontournable. On va pas juste dire la population sénégalaise.
on va plutôt parler en fait de l'Afrique de façon générale. Vous pouvez juste en fait faire un constat. Les pays les plus développés dans le monde, ils sont développés grâce à l'entrepreneuriat. Ce n'est ni l'État, ce n'est ni un président, ce n'est quoi que ce soit. C'est juste ils ont compris qu'il faut essayer de valoriser les entrepreneurs qu'ils ont. Il faut essayer de les mettre en avant, il faut essayer de les sécuriser, de les organiser, de les appuyer pour que ça puisse décoller. Un pays ne peut se développer sans pourtant l'implication des entrepreneurs, sans pourtant en fait l'existence de cette activité qui est l'entrepreneuriat. Donc je pense que, je dirais même pas que je pense que c'est la réalité. Il faudra forcément s'appuyer sur l'entrepreneuriat pour faire changer les choses, pour toucher et régler chaque problème qui nous impacte réellement. Parce que tout problème qui touche une société, il y a une solution entrepreneuriale qu'on peut développer pour essayer de décanter la situation. Et ne pas trop se pencher sur l'État ou attendre le retour de l'État pour régler un problème. C'est pourquoi j'ai tendance à dire que les problèmes qu'on a dans un pays, ou les différents mots qu'on a dans un pays, chaque personne peut essayer de les régler à sa façon, en proposant des activités. Et quand on parle d'activité, on sous-entend derrière qu'il y aura forcément quelque chose qui peut générer des revenus. Et dès qu'il y a une activité qui génère des revenus, on parle de l'entrepreneuriat. Donc je peux dire que derrière l'ensemble des problèmes qui existent dans un pays comme le Sénégal, il est possible de les régler si les jeunes Sénégalais décident d'en faire leur propre problème, d'essayer de trouver des solutions qui ne sont rien d'autre que des projets qui à terme peuvent générer des revenus. Et comment, selon vous, comment peut-on faire pour attirer autant de monde, surtout la jeunesse, vers ce secteur? C'est la communication. Je pense qu'aujourd'hui, on fait trop la promotion des médiocres, en quelque sorte. Excusez-moi du terme de façon très simple, mais c'est la réalité. C'est-à-dire que si aujourd'hui, on essaye de prendre des jeunes qui sont en train de changer les choses, qui essayent de faire les choses de façon différente, qu'on essaye de promouvoir ces jeunes, à travers peut-être les médias, les télés, de montrer vraiment c'est quoi l'importance de ce qu'ils sont en train de faire. Et derrière, montrer que, par exemple, un jeune, à travers ses activités, a reçu des appuis conséquents de l'État et d'autres structures. Je pense que le Sénégalais, c'est un imitateur par excellence. Il peut suivre la vague de façon très facile. Parce qu'il y a parmi chacun d'entre nous, il y a cet esprit entrepreneurial qui est en sommeil en nous. Il suffit juste de les réveiller. Et pour les réveiller, ces jeunes ont besoin d'avoir des modèles, des personnes à suivre, de voir des références. Et ça, c'est le média qui peut jouer ce rôle pour les montrer, attention, il y a quelque chose qui existe, qui est possible. Chacun d'entre nous a un talent qui est propre. On utilise ce talent, on l'extériorise et à partir de là, on peut faire des émules pour pousser ces jeunes à se lancer dans l'entrepreneuriat de façon très naturelle. Et aujourd'hui, il y a une chose sur laquelle on peut revenir. C'est un phénomène de l'actualité. On voit de plus en plus de personnes prendre des pirogues pour aller à l'extérieur. Et on nous dit au Sénégal que c'est quasiment 60% de la population, aux environs de 60% de la population qui a moins de 24 ans. Donc on va dire c'est l'âge de la jeunesse. Et c'est quand même un peu particulier qu'un pays comme le nôtre, avec cette force, on n'arrive pas à maximiser. Donc, vu que vous êtes dans le secteur depuis un bon moment, pouvez-vous revenir sur les limites de ce secteur et également les défis à surmonter? Oui, en fait, déjà, vous avez donné l'exemple de ces jeunes qui prennent, par exemple, le pirogue pour aller à l'étranger. On ne peut pas les indexer forcément, en quelque sorte. Pourquoi je dis ça? C'est parce qu'ils le font parce que tout simplement, ils n'ont pas compris. Il y a des choses, en fait, si on se lance, c'est parce qu'on ne comprend pas forcément. Et pourquoi ils n'ont pas compris? Ils sont mal sensibilisés, ils sont mal informés. Personnellement, quand j'ai eu mon diplôme en agronomie, j'ai eu la possibilité d'avoir 2 bourses aux États-Unis et en France. Et j'ai rejeté ces 2 bourses pour rester au Sénégal. Et ces 2 bourses me permettaient de devenir un ingénieur agronome. Mais j'ai décliné, j'ai décidé de rester ici pour me lancer dans l'entrepreneuriat. C'est parce que j'ai eu la chance, en me lançant en 2013, d'avoir une personne qui m'a ouvert les yeux sur ce qu'est l'entrepreneuriat, qui s'appelle Chersi. Donc c'est quelqu'un qui a déclenché vraiment les choses. Et j'ai compris que forcément, je n'ai pas besoin d'aller à l'extérieur pour apprendre, pour y rester, pour faire ma vie. Donc là, j'étais bien informé en étant jeune.
on m'a bien sensibilisé, on m'a bien encadré. Et je pense que l'ensemble de ces jeunes qui sortent de ces pays, c'est parce qu'ils n'ont pas cette chance-là. Donc on ne peut pas les indexer quoi que ce soit. Maintenant, si je viens sur la question du défi de l'entrepreneuriat agricole, peut-être, en quelque sorte, il faut comprendre une chose, c'est-à-dire que quand on parle du défi de l'entrepreneuriat agricole, moi je parle directement de la souveraineté alimentaire. Ok. Et quand on parle de souveraineté alimentaire, vous allez comprendre quand je vais expliquer tout à l'heure que tout tourne autour de ça. La première chose, c'est-à-dire que pour moi, et je parle en indexant l'État en même temps et les différents entrepreneurs qui sont ici pour qu'ils comprennent, quand on parle de souveraineté alimentaire, la première chose, on le met de côté. Parce que c'est un groupe de mots qu'on utilise sans pourtant comprendre c'est quoi en réalité. La première chose qui est cruciale, c'est la souveraineté, c'est la sécurité alimentaire. Et la sécurité alimentaire n'est rien d'autre que de produire en quantité et en qualité. C'est-à-dire qu'on doit produire les aliments qu'on a ici au Sénégal de façon suffisante, mais aussi en qualité. Et quand on a cette production en quantité et en qualité, là, on pourra migrer vers la souveraineté alimentaire. Effectivement. La souveraineté alimentaire n'est rien d'autre que les différents moyens politiques et les ressources qui sont mises en place pour préserver la sécurité alimentaire. Donc là, c'est pourquoi quand on dit la souveraineté alimentaire, il y a quatre points. C'est la disponibilité, c'est-à-dire disposer des produits de quantité suffisante. L'accessibilité, que ce ne soit pas trop cher au point que les personnes qui sont diminuées n'arrivent pas à y avoir. L'utilisation, qui n'est rien d'autre que les produits qu'on produit soient de qualité. Oui. Malheureusement, au Sénégal, on est tous en fait des cadavres ambulants parce que l'ensemble des produits qu'on mange, ce n'est rien d'autre en fait que du poison. Il n'y en a pas quelqu'un qui produit sans pourtant utiliser les produits toxiques. Ça, c'est l'utilisation, donc avoir la qualité. Et enfin, la stabilité. Et c'est là où on parle de stabilité qu'on va parler directement de la souveraineté alimentaire. Donc on comprend que les trois premiers points, la disponibilité, l'accessibilité et l'utilisation, ça parle de la sécurité alimentaire. Oui. C'est-à-dire qu'on doit d'abord couvrir la sécurité alimentaire pour parler de la stabilité qui n'est rien d'autre que la souveraineté alimentaire. Maintenant, il faut comprendre une chose, on essaie d'ouvrir les yeux. L'État ne va jamais nous permettre d'atteindre cette souveraineté alimentaire. Si on regarde bien, l'État propose souvent des projets, mais c'est des projets de sauvegarde alimentaire. Ce n'est pas des projets de souveraineté alimentaire. Pourquoi je dis que c'est des projets de sauvegarde alimentaire? On débourse des milliards pour produire beaucoup de produits, mais juste pour une année ou 2 ans. Ce n'est pas du tout la souveraineté alimentaire. Oui. Et quand on parle de la souveraineté alimentaire, c'est pour des années et des années. Donc l'État met en place des milliards pour juste 1 ou 2 ans. Donc c'est pour dire que là, il ne faut pas compter sur l'État pour atteindre la souveraineté alimentaire. Oui. Ce sont les entrepreneurs qui peuvent développer des activités, s'organiser, décider en fait d'organiser une filière. Par exemple, je prends l'exemple, ce qu'on a fait avec la fraise. On s'est dit, nous, on se concentre sur la fraise. On essaye de faire en sorte d'avoir la souveraineté sur la culture de la fraise. Et à partir de là, on essaie d'avoir d'autres entrepreneurs qui vont faire de même sur le riz, qui vont faire le même sur le maïs, qui vont faire le même sur l'arachide. L'État ne fera rien d'autre qu'encadrer, mettre les conditions, couvrir ces différents entrepreneurs pour qu'ils puissent atteindre leurs objectifs. Et là, vous allez voir que l'entrepreneur peut développer des situations, peut développer des opportunités pour atteindre rapidement ces objectifs de souveraineté alimentaire, hormis l'État qui est là juste pour des questions politiques. Donc c'est pourquoi je dis souvent aux différentes structures étatiques, arrêtez de nous faire croire que vous pouvez atteindre la souveraineté alimentaire. Vous ne pouvez jamais l'atteindre. Ce sont les entrepreneurs qui peuvent atteindre ce résultat de souveraineté alimentaire. Vous, votre rôle, c'est de créer les conditions pour les permettre d'atteindre les objectifs. D'où l'intérêt de l'entrepreneuriat agricole. C'est-à-dire que c'est incontournable. Les entrepreneurs agricoles doivent prendre conscience de cela. L'entrepreneuriat agricole est incontournable pour nous permettre d'atteindre cette souveraineté alimentaire que nous vulgarisons tout le temps sans pourtant comprendre réellement c'est quoi. Donc c'est juste pour dire c'est quoi vraiment l'importance de l'entrepreneuriat agricole au Sénégal. On voit selon vos dires que on ne peut pas réellement compter sur l'État. Et même pour l'appuyer aujourd'hui, la première puissance au monde, l'une des références, en tout cas, c'est les États-Unis. Ouais. Et on voit que dans cette nation, quasiment l'État ne possède rien. Exactement. L'État est là uniquement pour, comme vous l'avez dit, régulariser ces différentes activités, en fait. Et je pense que c'est l'une des choses que la jeunesse,
que les acteurs économiques doivent comprendre en fait. Et comme vous l'avez dit, cette initiative-là, le fait de se regrouper en coopérative ou bien en groupement, en GIE, tout ce que vous voulez, c'est des alternatives aujourd'hui qu'on doit plus mettre en avant afin de dynamiser ce secteur qui est une clé pour l'économie, que ce soit du Sénégal, que ce soit de la sous-région. Et on va maintenant dérouler vers un point que j'aime bien. Votre point, c'est le focus sur Fraisen. On va faire un focus sur votre activité. C'est quoi Fraisen? Depuis quand Fraisen est né? Ok. Bon, Fraisen, c'est une start-up, une entreprise qui évolue dans la production et la commercialisation de la fraise. Bah, nous, il faut le dire, hein, c'était depuis 2011 qu'on a commencé les tests et les expérimentations sur la culture. Et c'est à partir de 2016, c'est-à-dire après 56 ans de tests. Parce que on ne s'est pas lancé juste sur la culture pour le faire comme ça, on essayait de le faire de façon différente. Donc il nous a fallu 56 ans pour expérimenter les choses, voir si ça marche ou pas. Et c'est à partir de 2016 qu'on a décidé de lancer la start-up. Donc on a lancé la start-up de 2016 à 2019. On essayait de voir vraiment l'évolution du marché. La fraise, c'est quelque chose d'exotique, mais est-ce que vraiment les Sénégalais sont prêts à acheter le produit? Donc durant 3 ans, on faisait ces recherches, on était sur le terrain pour voir ce que ça donne. Et c'est à partir de 2019 qu'on s'est rendu compte que c'était quelque chose qui pouvait vraiment marcher. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a créé l'entreprise durant 3 ans pour le tester avant de la lancer en grande échelle. Donc en 2019, là, j'ai eu la chance de rencontrer certains de mes collaborateurs avec qui je travaille aujourd'hui. Et on a compris que pour atteindre nos objectifs, il fallait en fait, c'est ce que je disais tantôt, il fallait travailler en groupe. J'étais sur la fraise, je connaissais d'autres personnes comme Modou qui étaient sur la fraise et j'ai compris, là on avait des commandes qu'on n'arrivait pas à satisfaire. Et on s'est dit, attendez, si on n'arrive pas à satisfaire ces commandes et que derrière on ne peut pas compter sur les structures étatiques ni les structures financières parce qu'ils n'accompagnent jamais des jeunes qui viennent de commencer et qui sont surtout sur des cultures rares comme la fraise, essayons de contourner la situation. Et ce qu'on a développé comme idée, c'était de voir les agriculteurs qui avaient les terres mais qui n'ont pas l'expertise sur la fraise. On essaye de les accompagner, de les donner ces connaissances sur la production de la fraise. On les accompagne et derrière, on récupère leur production pour les commercialiser. Là, ça nous permet d'avoir un réseau de producteurs. Au début, c'était un réseau sénégalais de producteurs de fraises. C'est après que les autres pays africains nous ont contactés pour nous dire « Vous n'avez pas le droit d'en faire un réseau sénégalais, il faut en faire un réseau panafricain de producteurs de fraises. » Et c'est comme ça que Fraisen est devenu un réseau panafricain de producteurs de fraises où nous sommes présents dans 7 pays africains. Donc l'idée c'est simple, c'est-à-dire que nous on essaye de voir quelqu'un qui est intéressé par la culture de la fraise. Il vient chez nous, il adhère au réseau, on l'accompagne dans la production, dans la formation, et on assiste à la commercialisation. Derrière, ça nous permet d'organiser la filière en ayant un seul label commun africain, sénégalais. Ça nous permet aussi derrière d'accompagner ce producteur qui produit sans pourtant voir où vendre, d'assurer la commercialisation de ces produits. Et ça nous permet derrière aussi d'avoir un seul marché, d'organiser le prix de la commercialisation de ces produits-là et au moins d'organiser la filière de telle sorte que quand on parle de la fraise, on sait directement que cette filière est organisée. Et c'est là où j'invite les autres producteurs en fait à utiliser juste le modèle. La fraise n'est pas une denrée de première nécessité, ça ne va pas nourrir le Sénégal. On est d'accord sur ça. Mais c'est un modèle que les autres agriculteurs peuvent dupliquer. C'est-à-dire essayer de dire, ok, si Fraisen a réussi à s'organiser au point d'avoir un réseau au Sénégal et en Afrique, nous aussi on peut s'organiser sur la filière mangue, on peut s'organiser sur la filière citron, on peut s'organiser sur beaucoup de choses, sur le riz. Parce que nous, personnellement, on ne peut pas aller se lancer sur les autres filières pour essayer de faire la même chose sur la fraise. On est fraise, on se concentre sur la fraise. Je pense que d'autres producteurs, d'autres entrepreneurs peuvent essayer d'avoir ce modèle qu'on a, de le dupliquer et de le mettre en place pour essayer de voir de façon très facile comment on peut atteindre cette souveraineté alimentaire. Effectivement. Et moi, il y a une chose qui m'a un peu marqué lorsque je préparais l'émission. Je me suis dit, bon, Fraisen. Mais pourtant, il y a tellement de fruits et de légumes au Sénégal. Mais quand même, ce monsieur est allé au-delà du Sénégal, prendre quelque chose à l'extérieur et amener la chose ici, en fait. Comment vous est née cette idée
aller récupérer un fruit exotique et de pouvoir l'introduire dans un marché aussi particulier que le marché africain sénégalais? Bah, écoutez, vous savez, par exemple, quand on parle d'innovation, il y a deux choses. C'est-à-dire, soit on crée ce qui n'existe pas, Oui, ou on essaie de voir ce qui est là et l'améliorer. Il faut le dire, la fraise, c'est pas nous qui l'avons introduit au Sénégal. La fraise existait depuis les années 1995. ok. C'est-à-dire c'était juste fait à petite échelle où il y avait nos grands-parents qui essayaient juste de s'amuser sur la culture. Ah, Mais c'était en 1995 ça a été introduit au Sénégal, dans surtout la zone de Pékin, Guédiawaye, etc. Nous, notre rôle, à un certain moment donné, quand j'ai découvert cette culture, j'ai dit, OK, c'est le moment de lui donner une autre tournure. Vous allez auparavant, il y a 10 ans de cela, quand on parle de la fraise, on ne parle pas du Sénégal. Mais oui. aujourd'hui, si vous parlez de la fraise, le Sénégal est classé parmi les 5 pays producteurs de la fraise. Et c'est parce on a en fait vulgarisé la chose, on a essayé d'améliorer cette culture. Aujourd'hui, je peux dire, à part la Tunisie ou le Maroc, le Sénégal produit mieux la fraise que les autres pays. Je ne parle pas en termes de quantité ou de volume, mais en termes de qualité de produit. On Ok. le fait mieux que les autres pays. Et c'est sur ça qu'on a misé. On a misé sur la qualité, on a misé sur le goût, on a misé sur l'innovation, sur le packaging et tout, pour permettre au Sénégal de se hisser et de montrer qu'il est capable de prendre quelque chose qui se fait à l'extérieur et mieux le faire au Sénégal. Pour anecdote, on reçoit pas mal de producteurs, d'invités qui viennent chez nous, dans nos exploitations agricoles. Et c'est le même commentaire qu'on reçoit. On n'a jamais goûté des fraises aussi bonnes. Et pourtant, en fait, c'est les personnes qui nous viennent des États-Unis, qui nous viennent de France, par excellence, c'est des pays qui consomment la fraise. Donc, quand ils viennent ici au Sénégal, ils vous disent que j'ai jamais goûté des fraises aussi bonnes. Ça montre en fait qu'il y a un travail qu'on a fait derrière. Effectivement. Et c'est ce qui nous a permis de vendre facilement la fraise sénégalaise ou la fraise africaine présentement. Donc, on n'a rien créé pour ce qui concerne cette culture. On a juste amélioré, innové ce qui se faisait auparavant dans les 1995 pour lui donner en fait une image positive et que tout le monde adore. Donc, vous êtes parti de quelque chose qui était déjà là avec Ouais, plus d'approfondissement. c'est exactement ça. Donc, aujourd'hui, on voit que tout à l'heure, vous disiez que vous êtes dans d'autres pays africains comme la Côte d'Ivoire, Oui. il y a le Tchad. Bon, on est présent au Cameroun, Bénin, Côte d'Ivoire, Tchad, comment on appelle encore, Togo, bientôt en fait en Afrique du Sud et aussi au Sierra Leone. Ok, quels sont les défis que vous rencontrez au sein de Fraisen et aussi à son implantation, que ce soit au Sénégal ou bien hors Sénégal? En fait, c'est surtout la main-d'œuvre. Mais on a réussi à trouver une solution pour ce qui nous concerne. Parce qu'en fait, nous, on est souvent comme ça, on essaie de voir un blocage qu'on a et derrière, on essaie de trouver une solution. Donc, le problème qu'on a ici avec Fraisen auparavant, c'était de la main-d'œuvre. Donc, on s'est dit, on a des jeunes, mais qui ne sont forcément pas formés sur la fraise. Et là, il y a juste 4 mois, on a réussi à mettre en place le centre d'incubation Fraisen, d'où l'idée est de former les jeunes et puis de les insérer dans nos différentes exploitations agricoles. Donc, pour régler ce problème, par rapport aux autres pays africains, c'était la même chose. C'est-à-dire qu'ils souhaitent se lancer dans la culture, mais ils n'ont pas la formation. Oui. Donc, nous, ce qu'on propose, c'est-à-dire qu'on récupère ces jeunes qui souhaitent se former sur la culture, on les amène au Sénégal, on les forme pour 2-3 mois sur la filière fraise, et puis ils retournent au pays avec la matière première qu'il faut pour lancer une phase test. Et quand cette phase test fonctionne, derrière, on peut officiellement te considérer comme membre du réseau pour qu'on puisse travailler ensemble. Donc, le défi, c'était surtout ça, c'était de voir dans ces autres pays africains qui ont des climats particuliers, différents, comment réussir à implanter en fait la fraise dans ces pays-là. Et je pense que c'est ce qu'on a réussi à faire en mettant en place différents itinéraires techniques conformes à chaque pays pour pouvoir mettre en place quelque chose, c'est-à-dire une itinéraire technique conforme pour chaque pays pour pouvoir vraiment développer la filière en se basant en fait sur ce qui se passe dans ces différents pays-là. Merci beaucoup, Monsieur Agne. Voilà, nous sommes à la fin de ce nouvel épisode d'AgriTalk sur l'entrepreneuriat. Nous vous donnons rendez-vous bientôt pour de nouveaux thèmes, de nouveaux sujets. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.